pas beaucoup vu. Alors, c'est le temps de passer la parole. Vous aviez déjà commencé à me poser à moi des questions sur son œuvre. C'est vrai, vous ne l'avez pas vu. Vous avez une note de lecture de Madame Essomba, mais au-delà, vous pouvez quand même échanger avec elle sur ce qu'elle vient de vous dire. On prend une première série de 5 questions. Ensuite, alors, qui va... Bonjour madame, je m'appelle Zang-Antoine. J'avoue que je suis resté pantois, je voudrais dire profondément touché par l'histoire que vous racontez, parce que ma mère vit en France depuis 2000, et toutes les fois m'appeler, c'est pour me dire que c'est difficile ici. Donc quand on appelle, on a besoin d'argent, il dit c'est pas facile, et curieusement, elle est mariée à un blanc, Didier Louvain, et qu'il nous faut aussi un chantage. J'ai conclu qu'en Europe, on n'avait pas d'argent chaque semaine. Donc elle est obligée d'attendre 3 mois, parfois même 4 mois, parce que là-bas, c'est pas à chaque fin du mois qu'on envoie l'argent comme ça, ça ne s'explique pas. Donc ce que vous dites est vrai. Bon, maintenant, je voudrais rentrer dans l'œuvre. J'ai avec beaucoup de soucis l'œuvre Afrikaba de Rémi Modou-Mbama. Et je retrouve votre expression dans cette œuvre-là. Alors Rémi fait dire à Kambara que nous refusons des intellectuels inaptes qui ne contribuent pas au développement de l'Afrique. On a besoin des intellectuels aux mains retroussées, aux mains sales. Je voudrais savoir si vous avez des mains sales. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que Régine ne nous fait pas un paradoxe? Paradoxe de cette femme qui traduit à suffisance une Yvette aussi tachée de tout ce qui est négatif. On a envie de croire que c'est à l'image de Régine dans son évolution, mais curieusement, Régine a un doctorat. Est-ce que Régine ne nous étouffe pas de manière implicite de ne pas aussi toucher d'abord du bout des doigts la réalité européenne? Et à moi, je me suis dit, chaque œuvre humaine traduit en l'être humain sa subjectivité langagière. Qu'on le vole ou pas, on parle de soi. Est-ce que ce n'est pas l'histoire de Régine aussi? Merci. C'est pas mon histoire, c'est une histoire. En fait, le personnage d'Yvette, c'est un personnage que j'ai construit. Et c'est pour ça que l'œuvre, je l'ai écrite pendant 2 ans. C'est un personnage en fait qui regroupe tellement de situations différentes, si bien que beaucoup de personnes qui le lisent, à la fin me disent je connais quelqu'un comme ça, je connais. C'était ça. Au départ, quand j'ai la première version du livre, en fait, je nommais Yvette une seule fois dans tout l'ouvrage, justement parce que je voulais un personnage qui n'a pas de visage. Mais j'ai eu des gens qui ont lu, bien sûr, vous savez, vous faites lire à plusieurs personnes, qui m'ont dit ça ne reflète pas assez bien. Il faut absolument donner un caractère, une personnalité à Yvette. Mais ce n'est pas mon histoire. Non. Je crois que si c'était mon histoire, je ne serais pas devant vous. Premièrement, je n'aurais pas accompli ce que j'ai accompli jusqu'aujourd'hui. En termes d'études d'abord, parce que vraiment, il faut vivre... on ne peut pas vivre la nuit et étudier le jour de manière permanente et faire les études comme je les ai faites en peu de temps. Parce que j'ai terminé mes études, j'ai eu mon doctorat il y a 10 ans quand même. Donc je pense que ce n'est pas mon histoire. D'autre part, ce que je voudrais dire, c'est que Yvette n'est pas entachée que de négatif. Il faut lire l'histoire pour comprendre. C'est un personnage en fait qui subit, mais qui, à un moment donné, vous savez, il y a des gens qui prennent du temps pour comprendre les choses. Et je pense que c'est ça le problème de beaucoup de jeunes qui ont un rêve. Quand on a un rêve, on voit que son rêve et on ne regarde plus la réalité. C'est ce que j'essaie de montrer à travers elle. C'est pas un personnage. Malheureusement, tout ce qui lui arrive, ce sont des choses indépendantes de sa volonté. Elle n'a pas cherché à se mettre dans la prostitution. Elle n'a pas cherché bon. D'ailleurs, l'amour, en fait, quand elle rencontre Georges, c'est par amour, en fait, qu'elle va. Je n'ai pas dit qu'elle allait par intérêt. C'est quelqu'un que je fais assez pieuse, assez religieuse, assez croyante. C'est-à-dire, je lui donne un caractère pour montrer qu'elle n'est pas intéressée. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont en Europe de manière intéressée en se disant je vais utiliser ce blanc-là pour m'en sortir. Or, un blanc l'utiliser, tu ne sais pas, tu tombes dans mon guet-apens. Donc, Yvette, ce n'est pas tout à fait un personnage négatif en soi, mais ce sont des choses qui lui arrivent qui sont en fait négatives. Donc, il faut faire la différence entre les deux.
Maintenant, si je reviens à ce que vous dites, c'est vrai que quand on écrit quelque chose d'aussi poignant, c'est forcément pour refléter des choses que peut-être qu'on a vécues, donc je peux comprendre votre question. Mais ce que moi j'ai vécu personnellement, vous pouvez retrouver là, c'est la frustration de demander une carte de séjour et d'avoir toujours la peur au ventre, parce que tu ne sais pas quand tu entres dans la préfecture, si aujourd'hui on va te dire tu rentres. J'ai une cousine comme ça qui va demander ses papiers, on lui donne l'arrêté d'expulsion. Voilà, on avait pris un avocat, heureusement, donc ça a marché. Mais pour combien ça ne marche pas? Pour combien de personnes ne veulent pas prendre l'avocat? Et quand tu n'as pas le moyen de prendre, le seul avocat que tu auras, c'est l'avocat de l'État. L'avocat de l'État peut vraiment t'aider. Nous, on avait pris un avocat béninois. J'ai dit, jamais on va prendre un noir. Vous m'excusez, hein, d'abord, moi je le dis d'habitude. Quand j'ai un problème en Europe, récemment j'ai eu un problème avec un éditeur. D'ailleurs, cet ouvrage avait été accepté par une maison d'édition au départ, en 2008. Et justement pour vous montrer à quel point les Européens nous voient comme des animaux. Au départ, cet ouvrage, je lui donne, je leur explique exactement ma démarche d'écriture. Il devait sortir sur un autre nom. Mais j'ai beaucoup changé, hein. Je l'ai même développé par rapport à ce qu'il était en 2008. Il devait sortir sur un autre nom. Et à la dernière minute, en janvier, il devait sortir en février 2008. En janvier, l'éditeur m'appelle, me dit il voudrait que mon ouvrage soit réécrit par une autre personne. Je lui dis non. Pourquoi? Je lui dis je ne signe pas de mon nom ce qui a été écrit par une autre personne. Il revient, il me dit bon maintenant, est-ce qu'on peut le faire comme une autobiographie? Je lui dis comment autobiographie? Ça voudrait dire que moi je suis prostituée? Je lui dis mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas ça. L'ouvrage a été écrit d'une manière, comme je vous l'ai expliqué quand on s'est rencontrés la toute première fois, et c'est comme ça qu'il va être publié. Donc il a refusé, je l'ai amené au tribunal bien sûr, et j'ai pris un avocat camerounais. Je ne peux pas aller prendre un blanc. Pourquoi? Parce que moi je ne fais pas confiance. Vous m'excuserez. Pourquoi? Parce que je me dis, pour défendre nos intérêts, je suis désolée, le blanc n'a pas le même intérêt que toi. Et c'est ça la réalité. Et dans tout, dans les papiers, dans les études, dans tout ce qu'on fait, c'est la même chose. Parce que l'Européen aujourd'hui, bon, on accuse les immigrés clandestins, les immigrés pas que clandestins, de prendre le travail en Europe, de faire ceci. Quand il y a les crimes, ce sont toujours les Arabes ou les Noirs. Mais ça, c'est vraiment la réalité. Quel est le pourcentage de ces immigrés qui travaillent même? Donc c'est ça la réalité de l'Europe. Et puis, voilà. Bénénice Nubis. Oui. Merci d'abord de vous présenter aussi clairement ce qui se vit de l'autre côté. À vous entendre, madame, excusez-moi, j'ai l'impression qu'un tout petit peu vous commencez à ressembler à ces gens-là. Parce que je me dis, à vous entendre, parlant tout à l'heure du problème qui vous a opposé à l'administration française, ou je ne sais pas, à l'éditeur, vous avez développé, selon moi, c'est la même attitude que. Alors finalement, ne devenez-vous pas des gens aussi un tout petit peu, vous et les autres, vous et nos confrères qui vivent là-bas, ne pensez-vous pas que vous deveniez des gens un tout petit peu racistes ou alors xénophobes? Je ne sais pas quel est le terme exact. Ensuite, lorsque vous, Madame Essomba a fait la note de lecture, je l'ai suivi attentivement. Je m'excuse d'abord de ne pas avoir le temps de lire même très sommairement l'œuvre. Mais nulle part je n'ai entendu le déclic. Parce que malgré toute la tourmente qu'Yvette a vécue là-bas, à aucun moment vous n'avez estimé que c'était de trop, qu'il fallait qu'elle rentre un peu chez elle. Et je reviens à votre vie, parce que jusqu'ici on se dit, bon, l'écrivain écrit pour exprimer son subconscient, son inconscient. Et je me dis, puisque c'est si dur, que faites-vous donc là-bas? Puisque vous avez réussi, vous avez étudié, pourquoi ne revenez-vous pas pour nous montrer ici que nous pouvons réussir ici? Vous restez là-bas, vous avez une maison d'édition là-bas, alors qu'on en manque ici. Vous avez vos enfants là-bas, alors qu'on a des écoles ici. Et moi, je ne comprends pas, parce que plus vous parlez, plus moi j'ai envie d'y aller, parce que je me dis...
entendu ça. Ailleurs, pas ici. Mais premièrement, mes enfants sont ghanéens. Je ne peux pas décider de les prendre et les amener ici. Ils ont un père ghanéen. Ça devient très compliqué. Ça peut déjà expliquer quelque chose. D'autre part, me voici aujourd'hui ici. Ce n'est pas la première fois que je suis là. Ce n'est pas parce que je vis là-bas que je ne suis pas là. Je suis ici pratiquement tous les... La dernière fois que j'étais là, c'était au mois de juin. Je devais être là en octobre. Je fais beaucoup d'actions ici. C'est simplement que je ne le dis pas. Je ne fais pas de bruit. Mais je fais beaucoup de choses ici sur place au Cameroun. Bon, l'aigreur dont vous parlez, ce n'est pas de l'aigreur. C'est qu'à un moment donné, beaucoup de gens, d'Africains, noirs, ont réalisé ce que j'essaie d'exprimer aujourd'hui. Quand vous vivez dans un univers hostile, il y a deux choses. Soit vous calquez et vous cassez, comme la masse le fait. Pourquoi est-ce que les Arabes, on ne les dérange pas en Europe? Parce que quand on commence à les déranger, ils mettent le bon. Vous comprenez? Et ceux qu'on dérange le plus, ce sont les Africains. Les Chinois, on ne les dérange pas. Ils font leur truc tranquillement, mais personne ne les dérange. Mais on sait que les seuls qu'on peut marcher dessus, c'est nous. Donc, en fait, je ne dirais pas que nous sommes des gris, nous sommes des réactionnaires. Vous comprenez ce que je veux dire? On commence à agir pour dire non, on voit ce que vous nous faites, il faut arrêter. C'est uniquement, personnellement, c'est mon cas. Je sais que beaucoup font la même chose. Au jour d'aujourd'hui, comme je le dis, je préfère aller voir un confrère africain, lui donner mon argent pour me défendre, que d'aller voir un Français. Mais je vous assure que beaucoup d'Africains, ou même d'intellectuels que je connais, font le contraire. Pourquoi? Justement parce qu'ils ne font pas confiance aux Noirs. Et c'est ça que je suis en train de dire. Au contraire, moi j'essaie de restaurer cette confiance. C'est l'image contraire. Quand je décide d'aller voir un confrère noir, je vous assure que j'ai des gens qui me disent: ah, tu vas voir un Camerounais, ah, il va même pas te défendre, ah, tu connais les Camerounais. Je dis: merci, il mange mon argent, il fait qu'il le mange, parce que je sais que je ne suis pas sûre que le blanc fera le meilleur travail que lui. C'est dans ce sens-là. C'est pas vraiment de l'aigreur. Moi je dis à un moment donné, on réalise. Vous savez, je vis à Londres où j'ai réalisé quelque chose. Les hindous, c'est une grande communauté. Ils vivent ensemble. D'abord, ils se marient ensemble. Ils peuvent être là 30 ans, 40 ans, qui sont là, ils parlent leur langue, ils se marient ensemble, ils font les choses ensemble. Si les Africains faisaient ça, on serait déjà loin en Europe. Si on le faisait, je ne suis pas... Au moins, ça nous donne la force d'agir, de faire des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de l'aigreur, ce n'est pas de devenir xénophobe ou raciste. Non, mes enfants vont à l'école avec des hindous, des blancs, des noirs. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de dire non. On a vu assez longtemps ce que vous nous faites. Il y en a assez. Que quand il y a toujours des problèmes, c'est les noirs. Arrêtez de nous pointer du doigt. Aujourd'hui, on sait se défendre. On sait dire non. Parce que le noir, en général, malheureusement, je ne sais pas si ça vient de l'esclavage ou de quoi, mais je vous assure que dans l'imaginaire du blanc, on ne sait pas se défendre. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez un arabe, vous voyez un noir, je vous assure que le traitement est différent. Il est différent. C'est pour ça que je dis non, je refuse. Je vais être traité comme tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, nous allons donc... Je vais dans la convivialité.